À la base, je devais vous faire une vidéo sur Nausicaa de la vallée du vent, qui est déjà écrite. Mais, je suis allé voir Le Garçon et le Héron. C'est le dernier Hayao Miyazaki, et comment dire, j'ai beaucoup aimé. En effet, chef-d'œuvre pour moi, il est du même niveau, je pense, que Le Voyage de Chihiro. C'est pour vous dire, en termes de symbolisme, en termes de tout. Et je devais en faire une vidéo pour traiter un niveau de lecture que très peu d'influenceurs mainstream du cinéma d'animation ou du cinéma tout court sur YouTube n'a évoqué. Et je me propose humblement de donner ma vision de ce film, mais du point de vue de l'occultisme, de la symbolique et de la conscience. Parce que s'il y a bien un truc que Miyazaki il met dans ses films d'animation, c'est à la fois du cœur, des émotions, mais de la conscience. Donc on va voir ça. On va commencer parce que vous savez, il y a l'exotérisme, la peau, l'ésotérisme, la pulpe, le jus. Mais on va commencer par la peau. C'est l'histoire de Maito, un garçon de Tokyo qui a perdu sa mère dans un incendie et qui se retrouvera à déménager quelques années plus tard avec son père, qui s'est remarié avec la petite sœur de la mère de Maito, qui s'appelle Natsuko. Je fais un petit schéma au cas où vous n'avez pas suivi. Son objectif, au père de Maito, il est multiple. On peut se dire que c'est un peu bizarre de se remarier avec la petite sœur de sa défunte femme, mais dans certaines cultures, cela se fait pour des raisons patrimoniales déjà, et pour avoir l'assurance que la nouvelle mère aimera l'enfant de sa défunte sœur comme si c'était le sien. C'est pour éviter l'écueil de la marâtre. D'autant plus que Natsuko elle est enceinte, et que Maito du coup va avoir un petit frère ou une petite sœur. Situation qui est pas forcément agréable pour lui, faut se mettre à sa place. Mais tout de même, il reste poli, mais froid. Cette situation, c'est un inconfort pour lui. Il est dans une espèce de tristesse-résignation. Ça fait partie du deuil, en fait. Mais quand Maito fera le tour du propriétaire, du manoir, en fait, de campagne, il fera la connaissance d'un héron, tout simplement, voilà. C'est le héron cendré, Sagi, en japonais, qui est le symbole de la longévité, de la grâce, de la chance. C'est aussi un esprit gardien et protecteur spirituel. Mais ce héron-là, il est un peu bizarre. Donc déjà, il parle, mais il est particulier et il semble ambivalent. Il a la forme du héron, il a sa grâce, mais c'est comme si c'était un vêtement pour cacher sa véritable nature ou la véritable créature qui est à l'intérieur du héron. Celui du trompeur, on pourrait même dire du trickster, celui qui essaye d'illusionner, de ruser. Bah oui, parce qu'il n'aura de cesse de vouloir emmener Maito dans la tour abandonnée du manoir. Mais Maito, il est pas dupe, et surtout au début, il va pas succomber, il va vouloir combattre. Mais quand Natsuko va disparaître dans la forêt, il va se dire que c'est le héron qui l'a trompé à son tour, et il va essayer de la chercher, de la sauver, parce qu'après tout, c'est la femme que son père aime. Et avec courage, il va traverser la forêt avec Kiriko, qui est une servante du manoir, et une fois dans la tour, le héron cendré va les accueillir et va les mener vers ce qui semble être la mère décédé de Maito, pour le tromper. Il joue avec ses désirs, mais il est pas dupe, il y va quand même, et ça va se finir avec un affrontement, un combat, où on aura un Maito vainqueur. C'est alors que le grand-oncle, l'ancêtre de Maito, va apparaître du haut d'une balustrade et va ordonner au héron d'accompagner Maito dans leur monde. Il s'ensuivra une aventure dans le monde d'en bas. C'est d'ailleurs en tombant qu'ils se retrouveront dans cette autre dimension. Je vais m'arrêter là pour le récapitulatif. Raconter comme ça, c'est un simple dessin animé et il n'y a rien de spécial. Pire, c'est un peu bizarre comme histoire. Et ça a ni queue ni tête. C'est ce qu'on pourrait se dire. Le profane, c'est ce qu'il va se dire en tout cas. Mais c'est sans compter sur la forme qui est véritablement au service du fond et du message, qui se déploie vraiment comme un enseignement alchimique. Et cela, voyez-vous, ça m'a frappé dès l'arrivée au manoir. Déjà avant, j'avais des doutes,
Mais quand on est arrivé au manoir, je me suis dit, bon bah ça c'est de l'alchimie quoi. En fait il sait de quoi il parle le Miyazaki. Par exemple, on a 7 domestiques, je me suis amusé à les compter, 7 domestiques qui travaillent sur le lieu au service de la famille de Natsuko. Les 7 mamies que l'on peut comparer bien sûr aux 7 nains dans Blanche-Neige, chacune d'entre elles a son caractère et elle pourrait symboliser en alchimie les 7 planètes alchimiques, mais aussi les 7 métaux, ou alors carrément en fait tout simplement les 7 étapes alchimiques. C'est-à-dire 7 étapes que Mahito devra traverser tout au long de l'histoire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transcender en fait sa condition. Notamment juste pour les nommer, il y a calcination, dissolution, fermentation, distillation, cohobation, sublimation et coagulation. Ça fait beaucoup de sions. D'ailleurs, il est étonnant de constater que ces 7 mamies accompagnent Mahito dans cet autre monde, soit sous la forme de poupée, soit sous la forme de Kiriko mais en version plus jeune. Les couloirs du temps sont insondables. D'ailleurs, c'est la servante Kiriko qui, avec Mahito, vont être les seuls à traverser ce portail-là, qui a la forme d'un soleil, mais pas n'importe quoi. Moi, ça me faisait penser au soleil qu'on peut avoir dans les cartes de tarot de Marseille, en tout cas. Et c'est marrant que ce portail prend la forme d'un soleil, parce que ça annonce de facto le but de cette quête, la recherche de la pierre philosophale. On retrouvera la servante Kiriko de l'autre côté, mais en version plus jeune. Donc, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant, et pour cause... Tout simplement, c'est une version du passé. Alors, je vous ai perdu, mais c'est pas grave. On va continuer. Je pense que Kiriko, donc la servante, elle incarne 2 aspects. La sublimation, comme le jaune doré qu'elle porte avec son yukata, et la roue du tarot, qui symbolise la transformation et les cycles de vie qu'on retrouve carrément imprimés sur son vêtement, quoi. D'après elle, elle semble toujours avoir vécu dans ce monde d'en bas, qu'elle décrit comme hostile, et elle va aider Mahito à survivre en utilisant une sorte de fouet, crachant du feu, que l'on peut comparer tout simplement à l'outil du mage, la baguette magique. Un instrument qui permet de canaliser sa volonté, de la manifester, mais aussi de amplifier son pouvoir. Elle l'utilisera d'ailleurs dans une scène pour créer un cercle de protection autour d'elle, et ensuite elle va faire une prière, parce que il y avait un risque de réveiller un esprit ancestral, un gardien, dans le tombeau. D'ailleurs, là où se passe cette scène fait référence, c'est flagrant, au tableau de Bocklin, l'île aux morts, avec ses cyprès gigantesques et majestueux. Cette Kiriko du monde d'en bas, c'est une pêcheuse. Elle pêche du poisson pour les morts, et pour ceux qui vont venir à naître, les Warawara. Et donc, là on voit bien qu'elle symbolise un petit peu ce lien, ce cycle perpétuel entre les morts et les vivants. Une fois nourris d'ailleurs, les Warawara, ceux qui seront suffisamment nourris pourront s'envoler pour rejoindre le monde d'en haut et s'incarner dans des corps humains. Ils feront cependant face à des prédateurs, les cigognes. C'est assez particulier d'ailleurs, pourquoi? Parce que dans l'esprit populaire, ce sont les cigognes qui apportent les nouveau-nés, et ils représentent des animaux ayant un symbolisme plus que bénéfique. Or, dans le monde d'en bas, ils ont un caractère, un symbolisme qui est différent, qui est plus morbide, plus des prédateurs. Et c'est d'ailleurs Imi, la fille du feu, qui va les chasser, parce que au lieu d'être des transporteurs de vie, d'être les incarnations du cycle perpétuel de la vie et de la mort, là ils sont tout simplement des prédateurs qui vont manger, qui vont bouffer des Warawara, quoi. Donc on voit bien que ce monde est chaotique, qu'il est plein d'illusions, qu'il est dangereux. C'est pour moi la phase noire des alchimistes, la phase Nigredo. Et dans le film, pour moi, l'alchimiste, incontestablement, ça reste le grand-oncle. Donc on a accès à la phase noire du grand-oncle. C'est pour ça que tout est hostile, mais qu'il y a en même temps un mélange entre les cycles de vie, le mort, et il n'y a pas assez à manger pour les cigognes. Donc c'est d'ailleurs même pour ça, en fait, qu'ils chassent les Warawara. Autre chose qui est très intéressant, c'est que du coup, quand il a passé le monde d'en bas, le héron, il va prendre véritablement son vrai rôle, qui est celui du gardien spirituel. Et il sera là pour aider le Mahito, le garçon, tout au long de son périple. Alors qu'avant, il voulait juste le tromper, voire lui arracher son cœur, quoi. Et encore, comme je vous ai dit, quelque chose de bizarre au niveau de la symbolique, c'est avec les perruches. Il y a toute une faction de perruches avec un royaume, et eux, normalement, ils représentent la fertilité, ils représentent l'amour, ils représentent la loyauté, ils représentent en fait des choses qui sont plutôt positives. Mais dans le monde d'en bas, ils sont plutôt voraces, gourmands,
mangeur d'hommes et agressifs. Ils forment une faction à part entière, comme je vous ai dit. Mais surtout, quand vous les voyez respirer, j'avais vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui avait vraiment envie de te manger. Et ça fait peur, c'est vraiment la respiration du bon mangeur en fait. Hein. Donc bon, ça a rajouté en fait une ambiance assez anxiogène alors que c'est des perruches colorées. Du coup, ce que je pense, c'est que le monde d'en bas a transformé ces animaux en leur contraire. Une transmutation alchimique ratée. Tout ce qui est beau devient vil, et tout ce qui est vil devient beau. Après, dans cette symbolique-là, qui n'est pas forcément qu'alchimique, le royaume des perruches peut tout simplement représenter les sociétés humaines, comme c'est souvent le cas dans les films de Miyazaki. Donc la société humaine profane, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès à la mystique, qui n'ont pas accès à l'initiation et au mystère de la nature. À ce moment-là, on voit très bien que le roi perruche, il a des ambitions, il a envie de remplacer le grand-oncle. Donc typiquement, c'est des gens pour qui le mystère les dépasse complètement, ils veulent juste le pouvoir. Et heureusement, dans une scène où Mahito était aux prises avec les perruches, Imi apparaît et vient le sauver grâce à ses flammes. Et Imi, c'est une jeune fille qui est bien en rouge, qui semble être un catalyseur alchimique, celui du feu. Et il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a la capacité de voyager entre les lieux via les cheminées. Et ça, on le voit dans le folklore en Occident, avec des esprits comme des lutins, les gnomes, qui sont capables d'utiliser des cheminées, parce que ce seraient des passages qui mènent à d'autres mondes. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette cheminée qu'ils vont pouvoir atterrir tout simplement près de la tour, dans la maison où habite Imi. On va en parler d'ailleurs de la tour, parce qu'elle explique que la tour se situe à un embranchement entre plusieurs mondes. En fait, la tour existe dans plein de mondes, dans plein d'univers, dans plein d'espaces-temps différents. Ça, c'est quantique. C'est un état de superposition quantique, on peut appeler ça comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la tour, c'est le lieu de la recherche de la pierre philosophale, symboliquement. C'est aussi le lieu de l'élévation spirituelle, et pareil, j'ai essayé de regarder un petit peu, en tout cas c'est ce que ça indique, les différentes significations qu'on peut trouver dans le Tao. Mais c'est là-bas qu'ils doivent aller pour retrouver Natsuko, parce qu'apparemment elle est là-bas. Donc en parcourant la tour, ils vont tomber sur un couloir avec de multiples portes, et chaque porte semble mener à un espace-temps différent. C'est ce qu'on appelle le couloir du temps. Et c'est une fonction inhérente à la tour, découverte par le grand-oncle quand il a retrouvé cet endroit. Une tour qui était autrefois tout simplement les restes d'une météorite. C'est lui qui a construit la tour par la suite autour. Et il a étudié, il a pu voyager dans d'autres mondes. Et c'est ainsi qu'il a acquis du savoir, des connaissances, qu'il a transcendé son état et qu'il est devenu cette espèce de démiurge de ce monde en fait qu'il a fabriqué. Un espace où le temps n'existe pas, donc c'est un espace atemporel qui est situé en dehors du temps classique. Et c'est pour ça que, paradoxalement, il a accès à tous les autres temps. On peut dire du coup que la tour, symboliquement, c'est la capacité du voyageur à accéder en fait à d'autres mondes, par exemple via la sortie hors du corps ou autre. C'est de la symbolique, mais on pourrait penser ça. Mahito continuera son périple, et il va retrouver Natsuko, qu'il va supplier de revenir en fait avec lui dans leur monde, mais c'est sans compter sur la pierre de la tour qui semble être mue par un désir en fait et des plans bien à lui. Donc il va l'en empêcher, et c'est là qu'on va avoir une scène assez intéressante, une scène onirique où Mahito va rencontrer son grand-oncle qui va lui indiquer qu'il est à la recherche de son successeur. Et il lui dira que c'est la pierre qui lui donne son pouvoir dans ce monde. Un monde qu'il a bâti avec encore des pierres blanches aux formes géométriques différentes qu'il a glanées à travers l'espace et le temps. Donc là, quand on parle de pierre, celle qui lui donne son pouvoir, c'est bien la pierre philosophale. Et les petites pierres en fait qu'il a retrouvées à droite à gauche, c'est très intéressant parce que c'est des pierres blanches, ça peut faire penser à du calcaire et c'est utile pour la construction. C'est symbole de stabilité, et il y en a besoin pour créer un monde. Mais c'est surtout les formes géométriques qui sont importantes, et que je retiens surtout. On a des sphères, des pyramides, des cubes, des éléments qui sont chers en fait à la philosophie pythagoricienne. Et ces pierres sont des composantes brutes de l'univers. Et c'est avec ça que le grand-oncle a pu créer le monde d'en bas. Un monde à l'image de sa psyché. C'est pour ça qu'elle n'est pas totalement purifiée. Parce que ça reste qu'un humain pour l'instant. Donc il a laissé le choix, mais Mahito devrait à son tour, avec la pierre philosophale, pour créer un monde plus beau ou plus laid. Mais Mahito, il va refuser. Il va refuser et ça marque sa grande sagesse. Parce qu'il va se souvenir de pourquoi en fait il s'est blessé avec une pierre lors du film au début, parce qu'il voulait plus aller à l'école, il se sentait rejeté, il se sentait déjà mal,
Et il a fait preuve d'une certaine malveillance en trompant en fait son entourage. Et ça, il en est conscient. Il en est conscient et c'est pour ça qu'il n'a pas accepté. Parce que comment pourrais-je toucher ces pierres immaculées? Moi qui suis rempli de péché, qui ne suis pas assez pur. En gros, c'était ça le message. Et ce qu'il a dit en fait à son grand-oncle, avec moins de forme pour le coup. Parce que pour créer cet univers, son monde, il est obligé d'empiler les pierres. Donc une tous les 3 jours, jusqu'à ce qu'il y ait 7 étages. Et après, il faut prier pour que ça tienne. Mais le roi Perruche, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'a pas envie de faire dépendre la stabilité du monde sur ces pierres. Il comprend pas. Il va lui-même en faire un empilement, au hasard, comme ça. Et tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Parce que c'est le profane impur, en quelque sorte, qui n'a pas suffisamment purifié sa conscience, qui va complètement déstabiliser l'ordre établi. On peut appeler ça l'ordre naturel, on peut appeler ça l'environnement, tout ce que vous voulez, on peut faire des parallèles intéressants par rapport à ça, et c'est par son ignorance que tout va se détruire. Donc Mahito, Imi, Natsuko, Kiriko et le héron n'auront que le temps d'aller dans le couloir du temps, tandis que tout se désagrège dans le cosmos originel, dans les eaux primordiales en quelque sorte. Tandis que le grand-oncle disparaît, peut-être se transforme-t-il en une étoile, pour terminer totalement en fait sa transmutation. C'est là qu'on va apprendre, même si on l'avait un peu deviné avant, que la fille du feu, Imi, ben c'était la mère de Mahito. Et parce que à cause du couloir du temps, Imi vient du passé de Mahito, à l'époque où elle était jeune, où elle a disparu pendant 1 an, et qu'elle est revenue par la suite sans ses souvenirs. La mère de Mahito, qui est le catalyseur alchimique du feu, c'est elle qui va terminer la purification de Mahito, en quelque sorte. En tout cas, la purification d'une chose qui est le deuil. C'est elle qui va transmuter. C'est assez beau parce que c'est justement la mère d'avant, celle qui deviendra sa mère, qui en est consciente en fait. Et encore là, j'ai que gratté. Donc ce film, il est riche en symboles alchimiques et je pense que cette grille de lecture, elle permet d'englober toutes les autres. Comme la relation entre Natsuko et Mahito, celui avec sa mère défunte et son souvenir, et comment les étapes de la vie peuvent devenir des parcours alchimiques. Et pour moi, le message de Miyazaki, c'est que la vie, c'est une transmutation alchimique perpétuelle. Et qu'on se purifie, qu'on passe par des phases où on redevient impur selon les situations. Que ce qui nous fait mal, on peut le transformer en quelque chose qui soit nous rend plus forts, pour certains, soit tout simplement on accepte cette douleur, on la prend avec soi, elle nous appartient, elle nous accompagne, elle nous construit, elle nous permet d'avancer. Parce qu'au final, c'est ça les humains, surtout quand on a le deuil, quand on porte un deuil, eh bien, ma foi, il faut continuer. Et parfois, il faut savoir oublier. Parce que, à la fin, surtout, le héron dit bien à Mahito, tu dois oublier. Il faut oublier tout ce que tu as vécu au sein de la tour et de cet autre monde. Mais on pourrait le comprendre aussi comme le deuil, c'est une phase où on oublie à la fin, on oublie la douleur, mais on n'oublie pas la personne. On le porte toujours dans son cœur et on lui redonne vie en quelque sorte. C'était un petit peu comme ça que j'ai compris la chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, avec plaisir. C'était le Voyageur de la Conscience, je vous laisse sur ça. À bientôt.